Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Blais, VP IA chez MoveAI, président du comité des normes ISO, coprésident du comité consultatif en IA du gouvernement canadien. Bienvenue, Olivier. Je suis aussi, bien sûr, avec bonjour. Luc, innovateur en chef Bonjour, Québec. Olivier, notre super Olivier, bien connu, puis un grand contributeur à les avancées de l'IA. Écoute, c'est des responsabilités importantes, ça, là, au niveau fédéral, puis au niveau des normes. Merci beaucoup de ce que tu fais. Bien, merci de m'inviter. C'est tout le temps le fun. Puis vous aussi, vous contribuez tellement à l'écosystème. C'est le fun, un écosystème en ébullition. Puis je suis super content de participer à ça. Mais toi, tu étais là quand même depuis un bon moment dans l'écosystème IA Québec. Puis je pense que c'est super intéressant de t'avoir justement parce que chez MoveAI, vous êtes vraiment très, très proche des PME. Mais juste avant d'arriver aux PME, tu as tout un parcours qui est assez unique, qui vraiment impressionne beaucoup de gens. Donc, parle-nous un petit peu des différents jalons de ton parcours qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu occupes tous ces rôles. Oui, je n'ai pas étudié en intelligence artificielle initialement. Je l'ai étudié en affaires. J'ai appris, dans le fond, quand j'ai commencé à travailler à peu près 13 ans, le temps passe vite, je suis tombé en amour avec la donnée. C'est tellement le fun. Tu peux tellement apprendre quand tu regardes. Il suffit de regarder et tu peux apprendre beaucoup sur le passé pour pouvoir affecter le futur. Moi, je trouve ça incroyable. Mm-hmm. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé d'apprendre par moi-même. À ce moment-là, il y a 13 ans, je me suis dit, tous les jours, je vais me lever à 5 heures du matin et pendant 2 heures, je vais apprendre par moi-même comment exploiter la donnée. Et c'est là que j'ai appris l'intelligence artificielle et j'ai commencé à avoir des projets par moi-même. Et en m'auto-formant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai beaucoup de cicatrices. Là. Mais c'est correct, c'était sur mon ordinateur personnel, c'était le matin, il n'y avait personne pour... À 5 heures, il n'y avait personne. Personne n'avait peur des impacts de ce que je développais. Mais à ce moment-là, c'est là où j'ai remarqué à quel point c'est facile de mal faire les choses. C'est facile de développer des solutions. Tu penses que tout est bien correct, puis finalement, ça ne fonctionne pas, c'est mal développé, c'est mal conçu, c'est mal réfléchi. Et c'est en connaissance de cause, parce que j'ai échoué à plusieurs reprises, que je me suis dit que c'est important d'amener ces apprentissages-là pour les autres qui apprennent et qui commencent à déployer ça dans leurs organisations. Oui, c'est intéressant ce que tu amènes parce qu'il y a tout le volet test. Puis on encourage souvent les entrepreneurs à créer un petit carré de sable là, dans lequel tu peux vraiment tester rapidement, arriver avec les bonnes pratiques, les bons standards et comprendre c'est quoi les échecs. Tu sais, on appelle toujours ça comme « fail fast ». Puis tu sais, je pense que toi, tu l'as appris de façon bien personnelle. Je pense que c'est important aussi que... Son petit carré de sable, c'est un petit carré temporel, un petit trou de 2 heures à 5 heures du matin. C'est bon, ça? Mais ça compte comme carré de sable, là, ça compte. Puis tu parles de ton amour des données, là, puis pour les gens qui font juste nous écouter à l'audio, puis on a le vidéocast aussi, là, mais Olivier, quand il parle de la donnée, il y a comme des cœurs dans ses yeux. Je ne sais pas si vous en rendez compte. On sent la passion. Puis c'est la passion. Mais il y a un club de monde hein, comme nous là, qui aimons la donnée, puis de comment, au Conseil de l'innovation, la donnée, c'est fondamental parce que ça donne le portrait de la situation de façon impitoyable. C'est noir et blanc. Oui. Et comment l'affecter, comment voir l'aiguille bouger, ben oui, c'est une passion. Oui, puis Olivier puis moi, on s'est connus. Moi, j'avais un rôle en données, la fille en données. Là. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Puis, on parle de données, puis... on parle de l'IA générative aussi. Avec l'IA générative, il y a plein de contenus qui sont créés par des modèles qui sont entraînés sur d'immenses bases de données. Ça l'offre beaucoup d'opportunités. Vous êtes proche chez MoveAI des PME, mais ça a quand même certaines limites. Puis, je veux commencer un petit peu de façon sobre en parlant des points faibles aujourd'hui, puis comment anticiper pour mettre en place sa stratégie en intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Moi, je vois l'IA générative comme étant très positive. Premièrement, c'est un exploit d'avoir été capable de mettre en place des systèmes aussi utiles pour une vaste... pour la population. J'aimerais nous ramener en 2020... dans l'ancien temps, ben oui. Dans l'ancien temps, où les systèmes, c'était
développé pour une application. C'était la bourgeoisie. C'était la bourgeoisie de la transformation numérique parce que c'était cher, ça prenait du temps. C'était juste des scientifiques de données qui se parlaient entre eux sur leur tour d'ivoire et qui développaient des systèmes que finalement la plèbe ne pourrait pas comprendre. Et si j'exagère, on comprend. On comprend que tu exagères aussi. Je veux pas me créer Mais c'était d'ennemis. pas facile. Non, c'était du développement custom. Ça prenait souvent de la R&D. On en a financé beaucoup de projets qui étaient de la recherche et du développement pour développer une utilité. C'était compliqué. Tout à fait. Et ce que ça faisait, c'est que ça mettait beaucoup de pression sur les organisations. Quand on a commencé MoveAI, on voulait développer, donc c'est en 2016, dans l'ancien temps, on voulait, 2018, on voulait développer des solutions pour les PME. Mais on remarquait que c'était pratiquement impossible. Les PME, ils vivent au jour le jour. Oui, survivent aussi. Ils survivent, c'est pas tout le temps facile. Ils peuvent pas justifier des investissements comme ça. Et ça a été difficile. Finalement, on a pivoté, on s'est retrouvé à aider beaucoup la plus grande entreprise. Et j'ai trouvé ça dommage. On essayait de pivoter, de trouver des façons originales d'aider la PME. Mais en fait, l'IA générative est vraiment la clé pour les PME. C'est intéressant que tu amènes ça. Mais vous avez fait vos lettres de noblesse quand même à aider les plus grandes entreprises à augmenter leur productivité. Moi, j'aimerais ça juste d'entendre quelques exemples de choses que vous avez fait. Nous, on les connaît, mais je ne suis pas sûr que tous nos membres de l'audience le savent. Oui, tout à fait. On a travaillé notamment avec les épiceries métro. Donc, la problématique, c'était que les épiceries métro ont beaucoup de produits périssables. Hein. Ils ont plusieurs milliers de produits périssables sur leurs étagères, que ce soit des fruits et légumes, que ce soit de la viande, du poisson, de la boulangerie. Et c'est important de garder le plus de variété possible. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est que tu peux te retrouver à générer beaucoup de pertes. Que ça soit des nécessités de transformer ça en produits ou sinon tout simplement de jeter des produits. Et ça, c'est vraiment problématique. Et là, à un moment donné, arrivait même à l'étape, est-ce qu'on commande juste moins de produits? Est-ce qu'on réduit la variété? Ou est-ce qu'on trouve des façons plus intelligentes de pouvoir anticiper la demande? Et finalement, on a travaillé avec eux, on a identifié on a été capable justement de prévoir cette demande-là dans le futur. Ça fonctionnait très bien. Là, ils ont été capables de continuer à commander les quantités justes. Les quantités justes. Donc, ils ont même augmenté leurs achats tout en réduisant leurs pertes. Et ça a été quand même hyper intéressant. Ils sont mis à déployer ça partout. Maintenant, c'est partout au Canada. Et c'est une belle histoire miraculeux. Dans une industrie où les marges sont très fines, là, d'être capable de justement minimiser ses pertes, augmenter ses volumes, arriver à vendre davantage et pour moindre coût, c'est super. Tout à fait. Puis l'autre chose qu'on n'avait pas pris en considération, c'est que c'est les gérants en épicerie qui font ça. Et au Québec, surtout quand on a développé ça il y a à peu près 3 ans, on commençait à parler de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre et aussi de départ à la retraite. Souvent, c'était les gérants, c'était des personnes qui étaient un peu plus âgées, avaient plus d'expérience. Et tout d'un coup, tu te retrouves à avoir un étudiant, tu te retrouves à avoir quelqu'un de 17, 18 ans qui prend la relève. Puis là, Roger n'est plus là pour... Mais non. Arriver à savoir qu'en fonction de la pluie, de ses rhumatismes, des prévisions au baseball, qu'est-ce qu'il va être nécessaire d'acheter? Oui, c'est ça. Tout à fait. Bien, ça, c'est un gros problème. Donc, on a été capable justement de réduire cet impact-là. Donc, vraiment être capable de pouvoir rehausser la capacité de gérants plus juniors, dans le fond, plus jeunes, avec moins d'expérience, moins expérimentés, à commander toujours les bons produits et apprendre en même temps. Là. Donc, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. J'avais pas... Mais c'est vrai que c'est un autre exemple de comment l'IA peut augmenter des compétences humaines puis propulser les gens. Mais tu sais, juste concrètement, parce que la chaîne métro quand même, puis d'ailleurs, Olivier il est venu dans un de mes cours, là, j'enseigne à l'Université de Montréal, chaîne logistique et IA, puis là, tout d'un coup, mes étudiants, ils disent « Et je regarderai jamais mon achat chez Métro de la même façon. » Je trouve que c'est super extraordinaire. Fait qu'ils ont eu exactement la même réaction.
réaction que toi, Luc. Tu sais, ce que je vois ici, par contre, c'est encore une fois la donnée qui est la nourriture première de l'IA. Parce Sans que, faire de jeu de mots ici. sans faire Ça l'a de porté jeu de mots. Merci aussi pour celle-là. C'est ça. Tu aurais dû voir son kiosque avec les bananes. C'était Oui, phénoménal aussi, comme ben coup voyons. marketing pour On a promouvoir leur impact. Oui. On a beaucoup de liens avec la nourriture, mais tu sais, justement, on est capable, sans nécessairement avoir l'expérience, de faire sociabiliser plusieurs types de données ensemble qui va venir soutenir ce que dans le passé était soutenu par l'expérience. Donc, peux-tu me donner quelques exemples de données qui sont capables, justement, qu'on est capable de mettre ensemble pour donner une bonne prédiction dans ce que tu dis? Tu sais, concrètement, quelles données il faut là, pour nourrir un algorithme comme ça? Oui, une des données les plus importantes, ça a été la météo. La météo, hyper Ah importante. oui, je faisais des blagues avec ça, mais c'est vrai, c'était c'est pour pas ça. si farfelu. Hein? Non, tout à fait. En fait, ce qu'on remarquait, c'était... un des exemples qu'on utilisait beaucoup dans ce projet-là, c'était quand ils commencent à faire les belles températures du mois de mai, du mois de juin, on va avoir une augmentation des ventes de barbecue, des viandes de barbecue, par exemple. Donc, ça, c'est un cas classique. Quand ils annoncent de la pluie, ben, on va vendre des produits différents. Il y a aussi les fêtes et les jours fériés. Ça fait une différence. Par exemple, à Saint-Valentin, tu n'achètes pas la même chose pendant le Super Bowl. Tu n'achètes pas la même chose parce que c'est des consommations. C'est ça que mon épouse voulait que je comprenne. Ma conjointe était très déçue quand j'ai acheté des ailes de poulet pour la Saint-Valentin. C'est pour ça. Mais d'aller jusqu'à... Oui, ça a bien l'allure, mais là, d'aller jusqu'à connaître les quantités précises pour maximiser, réduire au maximum les pertes, là, c'est quand même... Mais ça, c'est d'autres données aussi que vous avez réussi à prendre dans l'historique. Puis, tu sais, là, on parle de la chaîne métro, mais tu parlais aussi du fait qu'il y a plusieurs types d'entreprises de différentes tailles qui n'ont pas nécessairement les connaissances, mais la façon que tu racontes la chaîne métro, si on le diminue un peu à une échelle plus petite, bien, c'est encore la même recette. C'est de se dire, j'ai besoin de données historiques. J'ai besoin aussi de comprendre c'est quoi l'expertise qui peut se traduire en certains ensembles de données. Donc, je pense que même si l'exemple que tu donnes, c'est encore une grande organisation, on peut la mettre à plus petite échelle. Puis j'aimerais vraiment revenir au fait que l'IA générative a quand même permis de démocratiser de l'optimisation. Donc, est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur comment ça se fait que l'IA générative a réussi à tant accélérer certaines plus petites entreprises? Oui, effectivement. Donc, on se retrouve... peut-être en premier, juste parler du dernier volet là, que tu viens de couvrir parce que je le trouve très intéressant. Au bout du compte, on peut parler d'algorithmes et de modèles AI très sophistiqués, mais au bout du compte, tant que tu as la donnée, par exemple, dans le domaine du commerce au détail, puis c'est pour ça que je vais le couvrir, parce que je pense que c'est important, il y a beaucoup de PME dans le commerce au détail, il y en a partout. C'est pas facile pour eux, parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui survient, c'est eux autres qui vont souvent se retrouver à être pénalisés, par exemple, quand il y a des crises économiques, on l'a vu avec la pandémie. Mais au bout du compte, la donnée transactionnelle, là, toutes les transactions que tu fais, ça, c'est de la donnée qui est disponible à tous. Donc, toutes les entreprises ont ça, c'est de la donnée qui est existante dans tes systèmes. Donc, tu peux l'extraire puis simplement l'analyser. Tu es capable de voir que, OK, oui, la fin de semaine, c'est quoi la différence entre la fin de semaine et la semaine au niveau des patterns? Quand tu fais une promotion, par jour, par heure de la journée, les types de produits, quand tu fais une promotion sur un produit, est-ce que ça l'affecte d'autres produits? Ça, c'est de l'analyse. Si tu passes du temps à analyser ta donnée, c'est là qu'on peut trouver la clé, on peut trouver des choses très intéressantes à utiliser. Donc, ça ici, si je fais le parallèle avec l'IA générative, donc l'IA générative, ce qui est intéressant, c'est que ça te donne accès à... moi, j'aime ça appeler ça des stagiaires. C'est un peu l'équivalent parce qu'en ce moment, on est à un moment où on a accès à des assistants virtuels, mais c'est des assistants virtuels qui ont plein de capacités que tu peux bénéficier. Il faut juste que tu saches quelles capacités. Par exemple, la capacité de pouvoir analyser de l'information sur le web. La capacité de pouvoir te faire des recommandations. Par exemple, on pourrait penser à les grandes entreprises ont souvent accès à des grandes entreprises de consultation, des McKinsey, des PricewaterhouseCoopers, je ne veux pas faire de... Bref, toutes ces entreprises-là.
et souvent les PME n'ont pas accès à ça, bien, ça te rapproche parce que tu es capable quand même de te faire conseiller. Tu peux poser des questions, tu donnes du détail et tu es capable de te faire proposer des avenues, des façons de penser. Et c'est là que tu... J'aime ça, ta notion de stagiaire, parce que il y a plein de talents et de capacités, mais il faut que tu les encadres un peu plus en posant plus les bonnes questions, en dirigeant plus les travaux, mais tu arrives à des résultats. Là. C'est ça l'analogie? Exactement la même chose. Si tu embauches un stagiaire aujourd'hui et tu lui dis « fais-moi telle affaire », et tu briefes pas la personne, tu lui donnes pas de détails sur ce que tu veux, tu ne fais pas de suivi, tu réorientes pas les travaux, ben ça va être ce que ça va être. Ça va probablement pas être très utile. Puis finalement, il va finir l'été avec les mêmes connaissances avec lesquelles il a pauvre commencé. lui, il va être mort de stress. Puis quand un stagiaire t'envoie un livrable, par exemple pour ton conseil d'administration ou pour remettre pour tes clients, sûrement que tu vas le regarder un peu, hein, tu vas vouloir te l'approprier, tu vas vouloir t'assurer que c'est de la bonne qualité. C'est exactement la même chose. Même s'il a réussi à t'accélérer puis te libérer du temps, tu vas toujours être... C'est comme on dit tout le temps, l'IA, il faut que tu aies l'humain dans la boucle. Souvent, au début, pour valider que la donnée que tu mets à l'intérieur, elle est de qualité. Puis à la sortie aussi, pour t'assurer que le résultat il est bon. Puis les gens, ils ont comme superposé une qualité humaine à une machine. C'est que quand tu es pressé de savoir quelque chose, bien, tu vas aller vers la personne qui est la plus connaissante. Puis on dit souvent, elle connaît tellement ça, elle a l'information au bout des doigts. Puis elle répond vite. Mais là, on s'est trompé avec la machine. C'est que comme elle nous donne une réponse super rapide, on dit, c'est sûr qu'elle a raison. Mais dans le fond, là, toi, tu amènes le point de vigilance. Puis je pense qu'on devrait vraiment approcher ça comme un stagiaire parce que tu ne laisserais pas un stagiaire présenter un document à un conseil d'administration, même s'il le fait rapidement. Là. Mais encore, tu dis ça va mieux aider les PME comme autrefois les grandes entreprises pouvaient faire. Pourquoi? Pourquoi? Bien, premièrement, on utilise l'intelligence collective, je dirais. Ça, c'est une première chose, c'est que l'IA qu'on va appeler prédictive, ici, j'enlève rien à l'IA prédictive, encore très bon. Donc, je vais peut-être faire une distinction. L'IA prédictive, c'est une famille de systèmes d'intelligence artificielle qui a été développée pour prédire des choses très précises. Donc, ce qu'on a développé avec Metro, c'est de l'IA prédictive. Donc, on prédit la demande pour les fruits et légumes. Donc, ça ne fonctionnerait pas pour prévoir la vente de voitures. Il faudrait l'adapter avec les données d'une compagnie de voitures. Donc, ça, c'est de l'IA prédictive et l'IA générative, bien, c'est de générer du contenu. Donc, l'IA prédictive, on a parlé au départ je dirais, des problématiques, des freins à l'utilisation pour les PME. En ce moment, un des avantages, c'est que l'IA générative qui a été entraînée sur le web pallie avec la plupart de ces freins-là à l'adoption. Donc, les PME qui n'ont pas nécessairement accès à toutes leurs données, qui n'ont pas nécessairement les moyens pour développer leur système, ont accès à quelque chose, puis quelque chose qui est très efficace. L'autre chose, c'est que les PME peuvent aller chercher des gains en productivité. Parce que s'il y a quelque chose qui a été démontré, c'est que l'IA prédictive, souvent, va travailler sur soit l'augmentation des revenus, la diminution des coûts, mais vraiment, l'IA générative, c'est fait pour la productivité. Et ça a été aussi documenté que la productivité, c'est un des enjeux. Donc, être capable de pouvoir être le plus productif, faire le plus avec moins, là, pour des PME, c'est quelque chose qui est très difficile parce que des fois, c'est plus difficile de trouver, d'avoir accès à de la main-d'œuvre, par exemple. Donc, ça, ici, on vient pallier à ça et ça fait une grosse différence. L'autre chose aussi, c'est que ça peut te retrouver à te guider vers c'est quoi les prochaines étapes. Donc, par exemple, d'utiliser l'IA générative pour te dire OK, c'est quoi ma stratégie, c'est quoi donc, c'est de quelle façon je pourrais m'y prendre pour faire telle chose, comme par exemple, tantôt, je parlais de faire une analyse de données. Un des autres enjeux pour les PME, c'est que tu n'as pas tout le temps accès aux connaissances. Donc, c'est pas vrai que tu vas nécessairement avoir des VP dans toutes les disciplines, puis des gens qui ont vraiment
une diversité intellectuelle, je vais appeler. Et avec l'IA générative, tu te retrouves à avoir cette diversité-là qui te manque dans bien des cas. Là, j'aime pas ça faire ça, mais je vais le faire quand même. Là, je vais te citer, d'accord? Parce que tu as fait une entrevue à la presse. Donc, ce que tu as dit, c'est pendant longtemps, les technologies avancées étaient réservées aux grandes entreprises. Aujourd'hui, avec les outils comme ChatGPT, Copilot, même les PME peuvent y accéder facilement. Puis tu en parles depuis tantôt. On y a accès maintenant. Il y a des versions payantes, mais il y a des versions gratuites. On peut s'accélérer, on peut s'ouvrir l'esprit, on peut aller accéder à de l'information stratégique qu'on n'aurait pas pensé, de se pousser plus loin. Mais est-ce qu'avoir accès, c'est suffisant ou il y a quelques étapes à faire avant de justement faire ressortir tous les bénéfices de l'utilisation de l'IA? Tout à fait. Moi, j'ai été vraiment surpris quand j'ai regardé le rapport sur l'état de l'intelligence artificielle par le Conseil du patronat du Québec. Et il y avait un graphique qui m'a vraiment surpris qui parlait des... c'est quoi les raisons qui font que les entreprises n'utilisent pas l'IA? Et la première catégorie, c'était 73 des entreprises qui n'utilisent pas l'IA. Ils ne l'utilisent pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, quand tu parles, puis pourtant, je trouve tout le temps ça dur parce que je fais des conférences pour parler d'IA, j'essaie de motiver les gens, puis ça fait 10 ans que je fais des conférences. Toi, tu es exposé à 1001 raisons de l'utiliser, puis d'applications et tout ça, mais 73 des dirigeants ne savent pas trop quoi faire, c'est ça? De ceux qui ne l'utilisent pas, exact. Donc, c'est vraiment, je dirais, le cercle vicieux. Quand tu ne sais pas quoi faire avec l'IA, tu ne l'utilises pas parce que tu ne sais pas quoi faire avec. Oui, puis plus le temps avance aussi. Et comment sortir de ce cercle vicieux-là? Mais moi, la première chose que je vais dire aux gens, c'est, quand je fais une conférence, je vous donne tout un devoir. Le devoir, c'est utilise l'IA générative, puis demande quoi faire avec l'IA générative. Ça devrait tout être la première chose. Puis là, après ça, tu poses d'autres questions. OK, bien, comment faire ça? Et à chaque fois que tu as un problème, même souvent, ce que je vais dire, c'est fais une activité pendant une semaine de temps. Essaye de tout accomplir ce que tu as besoin d'accomplir dans ta semaine avec l'IA générative. Le pire qui arrive, c'est que tu perds 5 minutes. C'est pas la fin du monde, tu essaies, tu dis « Ah, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Oui. Ah, des présentations PowerPoint sont pas très belles en ce moment avec l'IA générative. » Tu ne perds pas grand-chose, mais tu peux gagner beaucoup en connaissances. Exact. Puis il y a une chose que j'ai commencé à faire parce que l'IA, j'ai comme l'impression qu'à chaque 15 minutes, il y a une nouvelle application qui sort. Donc, moi, je vais sur mon IA générative préférée, puis je prends l'exemple de Notebook LM. Quand Notebook LM est sorti, je n'étais pas certaine, je ne sentais pas que j'avais la dextérité nécessaire pour l'utiliser. Donc, j'ai demandé à mon IA générative, peux-tu me monter un cours pour que je puisse commencer à maîtriser Notebook LM? Donc, j'ai demandé un cours de base, un cours intermédiaire, puis un cours avancé. Puis, c'est devenu une habitude. À chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, je demande, peux-tu me faire un cours pour que je puisse maîtriser la nouvelle technologie? Donc, peut-être un truc astuce qui est complémentaire à ce que Olivier nous dit. Puis, dans... Mais là, je suis un peu inquiet. Je me dis, Olivier, là, on va couper un petit peu. Je me disais, Didier, écoute, tu nous dis... je me dis, je vais le rebaptiser. Olivier, à ce moment-là, est-ce qu'on a besoin de conseiller des gens comme toi qui aident à c'est quoi, si c'est si facile, quel est le rôle des consultants, des accompagnateurs, puis on en a-tu besoin? C'est une très bonne question. Je me suis posé la même question. Mais je vais raconter une histoire que je trouve hyper intéressante. On a travaillé avec Ricardo. Okay? On a fait un engin de recommandation pour Ricardo, pour l'application Mon Ricardo Plus. Ah, c'est comme ça qu'il arrive à avoir autant de recettes. Mais j'avais rencontré Ricardo à quelques reprises. J'avais dit, voici mon numéro de téléphone si jamais il y a un problème. Puis à un moment donné, je reçois un message texte de Ricardo qui demande, peux-tu m'appeler? Le Ricardo. Et je l'appelle et il me dit, Olivier, là, ChatGPT vient de sortir, parce que ça faisait pas longtemps qu'il était sorti, et tu lui demandes de faire une recette, puis ça fait une recette, puis ça a l'air pas pire. Qu'est-ce qui arrive avec ma business? Qu'est-ce qui arrive avec Ricardo? Et c'est là qu'on s'est posé la question, parce que c'est très valide comme point. Et c'est vrai que ça peut faire peur, et ça fait peur. En fait, on s'est posé des questions, puis là, c'est là que j'ai essayé de clarifier un peu sa proposition de valeur.
Lui, ce que Ricardo me disait, c'est que son équipe va tester, je pense, c'est 6 fois une recette. Et si les 6 fois, la qualité est standard et c'est une très haute qualité, ça va de l'avant. Il va tester avec les électroménagers les plus classiques de la famille québécoise. Donc, il va faire des analyses à toutes les années. Il va mettre, dans le fond, va mettre à niveau ses instruments de cuisine. Et au bout du compte, la valeur qu'il amène, c'est plus la création du contenu en tant que tel, mais c'est tout le reste autour. C'est la confiance. Et c'est le nom, parce que chez nous, on est content de dire « Ah, c'est une recette de Ricardo ». C'est pas pareil, là. Pas pareil. Il y a un petit plus. Mais ça, c'est à cause... C'est à cause que ça fonctionne. Tu sais, c'est un cercle. Puis que c'est bon, puis qu'il est tombé drôle aussi. Et c'est ça. Donc, c'est sûr que ça fait évoluer. Il faut que ça fasse évoluer nos approches. Je veux revenir un peu aux 73 % que tu parlais tout à l'heure. Puis il y avait une autre étude aussi qui était sortie en disant dans plusieurs organisations qui déploient de façon massive un modèle payant, que ce soit Copilot, ChatGPT, Enterprise, etc., les gens se rendent vite compte que le taux d'utilisation est plus bas. Puis parfois, moi, justement, on fait plusieurs mêmes conférences. Parfois, les gens ils disent « Ah, tu sais, mon organisation, ils ne croient pas parce qu'ils ne nous payent pas une version payante d'une IA générative corporative. » Mais je dis « Mais il y a beaucoup d'étapes à faire avant d'y arriver. » Parce que même si vous l'avez en main aujourd'hui, il y a comme une littératie importante à développer. Puis je pense qu'il y a certaines compétences. Puis je sais que chez MoveAI, vous donnez de la formation aussi. Puis je pense que la formation fait partie de cette recette-là. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que les gens doivent développer pour utiliser de façon convenable l'IA générative? Non, c'est un bon point. Ils doivent absolument être capables de bien formuler leurs problématiques. L'autre élément aussi, c'est des fois, on regarde sur ChatGPT, c'est une fenêtre qui est grosse de même. C'est tout petit. Des fois, on a tendance à penser que c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche, en moyenne, on va parler entre 4 et 6 mots qu'on met. Sur ChatGPT, bien, sur tous les systèmes d'IA générative, on va parler entre 10 et 20 000 mots. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de contexte. Donc, le plus de contexte tu donnes, le plus d'exemples. Il ne faudrait pas que je fasse ça avec mes stagiaires, par exemple. Non, mais ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup à se rappeler. OK, mais donc là, c'est tout un autre état d'esprit. C'est un autre état d'esprit. De dire, regarde, le contexte, le brief complet, les références pertinentes. Donc, il faut le préciser. Tout à fait. Donc, il faut que tu sois capable de préciser le plus. Il existe des méthodes aussi, on va appeler ça des prompts. Donc, un prompt, que je ne sais pas c'est quoi en français. Rédactique. Désolé. Rédactique? Oui, exactement. Aïe. OK. Une rédactique ou un... La science de la rédactique. OK. Bon. Donc, on a besoin d'avoir des rédactiques. Oui, mais tu peux dire requêtes. Des requêtes. Donc, il faut apprendre à faire des bonnes requêtes. Faut être capable de bien découper ce qu'on a besoin aussi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'écris dans les affaires. Je suis expert invité et dans les affaires, j'utilise beaucoup l'IA générative. Mais je n'utilise pas en disant « écris-moi un texte sur... par exemple, j'en ai fait un sur l'IA agentique. Oui. Fais-moi un texte de 1000 mots sur l'IA agentique, point, puis j'envoie ça après ça à les affaires. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Donc, comment je fais ça? C'est que, comment écrire un bon texte? C'est que, premièrement, tu veux savoir ça va être quoi ton bon ton. Voice and tone. Donc, c'est comment... Puis ça a pris du temps, c'est drôle, mais ça a pris beaucoup de temps pour trouver mon bon ton. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé plusieurs articles qui m'interpellaient plus. Et je me suis dit, OK, peux-tu extraire de l'information sur c'est quoi ce ton-là, c'est quoi? Et là, j'ai ajouté de l'information personnelle pour m'assurer que, justement, ça me représentait. Après ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé, peux-tu me développer une structure, donc une structure d'un article qui parle de ce sujet-là avec des notes. Donc, je donnais des notes un petit peu plus, je dirais, brouillon. Il m'a fait une structure. Puis après ça, j'ai expliqué, basé sur mes notes et basé sur cette structure et sur le ton, génère-moi un article. Et après ça, le génère, tu le modifies en faisant des va-et-vient, là, en faisant des échanges avec l'outil. Et tu es capable d'obtenir un article qui est très bon.
Mais c'est toute une séquence d'opérations qu'il Un faut que tu apprentissage. mettes. Exactement, il faut que tu mettes ça ensemble. Et ça, ben, c'est avec l'expérience que ça vient. Donc, en ce moment, ce que je pourrais dire, c'est si les gens ils disent ça ne fonctionne pas, l'IA générative, c'est probablement qu'ils ont besoin de cette expérience-là et de savoir comment bien prompter ces outils-là pour avoir vraiment les meilleures performances possibles. Et tu sais, moi, je me pose la question parce que le grand mythe de l'IA plus traditionnelle, c'était qu'on a besoin d'une grande infrastructure. Avec l'IA générative, ce que tu nous amènes comme information, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'une grande infrastructure. C'est déjà accessible. Si vous êtes bien outillé, si vous êtes bien formé pour faire des requêtes, il faut avoir tout cet apprentissage-là, puis cette courbe d'apprentissage-là pour y arriver. Mais tu vois, on est en train de défaire le mythe aussi de la grande infrastructure. Donc, encore une fois, je pense qu'on démontre qu'il y a une accessibilité pour les PME. Mais moi, je veux juste revenir quand même à la notion d'IA et de la donnée, parce qu'on a la donnée qui est accessible, qui est déjà exploitée, qui a prouvé qu'il y a une saisonnalité sur certains produits, où il y a des méthodologies qui fonctionnent de vendre plus que d'autres. Mais il y a toute la notion des données qui sont inexploitées. C'est comment une PME peut utiliser l'IA pour exploiter de la donnée qui n'est pas encore exploitée chez eux? Oui, au départ, il faut vraiment se poser la question. Bien, avoir la donnée, c'est une chose, puis résoudre des problèmes en est une autre. Je vais donner un autre exemple. J'aime ça donner des exemples. Par exemple, on pourrait penser à des grandes entreprises, surtout il y a une couple d'années. Là, ici, je vais exagérer encore une fois. J'aime ça exagérer des fois. Une grosse banque qui se dit, moi, j'ai besoin d'avoir mon data lake. Et là, paye 20 millions pour développer un data lake qui contient toute la donnée de l'organisation. Puis après ça, ils se disent, ouais, sais-tu quoi, finalement, ça ne lève pas. Ça ne fonctionne pas. Puis ils arrêtent un projet. Ça arrivait souvent avant. Et le problème qu'on fait, c'est que on essaie de faire les choses en étapes. On se dit, ben ma donnée, c'est sûr, ça va me la prendre à un moment donné. Fait que mieux vaut la structurer le plus possible avant de passer à l'action. En fait, nous, puis c'est un peu ce qui a fait notre succès à MoveAI, c'est qu'on se dit, non, essayons de faire les choses un peu plus agiles, un peu plus itératives. Pense à tes problématiques que tu essaies de résoudre. Pour ces problématiques-là, c'est quoi la donnée que tu as sur lesquelles que tu peux utiliser, qui est utilisable? Et basé là-dessus, bien là, c'est là que tu vas essayer de faire des liens entre les deux. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tu vas remarquer que la majorité des données que tu récoltes, tu l'utiliseras probablement jamais. Après ça, tu as de la donnée qui est pas très belle, puis des fois, tu as des problématiques que tu n'es pas capable d'adresser parce que tu n'as pas de données. Mais au moins, c'est que tu as tellement... Quand tu commences à regarder tes problèmes, malheureusement, tu regardes tes problèmes, tu en trouves plein. Là. Tu trouves, ou je dirais des opportunités, tu trouves tout le temps plein d'opportunités. Et tu vas remarquer que tu as un match parfait à un moment donné. C'est que tu vas avoir des problématiques ou des opportunités à saisir et tu vas avoir la donnée qui est belle, c'est de la donnée qui est exploitable, qui est déjà disponible. C'est là que ça va donner le goût de dire, c'est quoi, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour résoudre notre problème. Puis après ça, quand tu as commencé à faire ça, c'est là que tu peux commencer à créer un momentum. Et ce momentum-là, c'est un momentum où, avec les nouveaux outils, c'est de plus en plus facile d'obtenir des résultats. Là, tu obtiens des résultats, tu règles des problématiques, tu viens, après ça, de rendre le fardeau moins élevé pour les autres qui ont aussi d'autres problématiques. Donc, tu crées une belle culture de data-driven et d'apprentissage au sein des entreprises. Puis cette culture de données-là, je pense que c'est une étape importante là, pour un succès dans l'adoption de l'intelligence artificielle parce que ça te permet d'adresser un des piliers qui est souvent oublié. Tu sais, tu te sens à la merci de la donnée, mais finalement, c'est une opportunité d'améliorer la qualité de la donnée. Puis avec l'IA moderne, on n'a plus besoin d'une si grande quantité qu'avant parce que les modèles sont pré-entraînés, mais tu as besoin toujours d'une donnée de qualité. Donc là, c'est ton opportunité aussi quand tu vois un résultat qui sort d'un modèle d'IA, puis le résultat, il me semble que c'est un peu moins normal que d'habitude. Puis là, tu fouilles dans ta donnée, tu dis, c'est parce qu'on a un trou de données en quelque part, ça peut donner des billets. Donc, vraiment, cette approche centrée sur la donnée, elle est super importante. Puis, peux-tu poser une petite question technique? Là, on a parlé d'IA prédictive avec toutes les technologies qui s'y attachent. Après, l'IA générative pour les PME, puis comment prompter, tout ça. Mais est-ce que
il y a des exemples d'usage de l'usage d'outils d'IA génératifs pour faire de la prédiction à partir de datasets là, qui pourraient lui être nourris. Est-ce que ces deux univers-là peuvent être mariés? Ça peut, j'essaie d'éviter de parler de ça dans les conférences parce que ça commence à être compliqué, mais tout à fait. En fait, un des bons exemples pour ça, c'est que tu peux donner OK, je vais expliquer. C'est un beau projet en plus que je n'ai pas pu parler, mais c'est notre projet qu'on a développé avec le Collège Sainte-Anne Excellent projet. D'optimisation de la correction pour les professeurs, de la correction de production écrite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un outil avec Collège Sainte-Anne où dans le fond, l'élève est capable de remplir sa production écrite sur un ordinateur, sur un logiciel. Et après, basé sur la production écrite, on est capable, nous, avec l'IA générative, de convertir cette dictée-là qui a été écrite en grille de correction remplie. Donc, on a rempli au complet. Donc, c'est pas juste de corriger un texte, parce que sinon, tu utilises Antidote et tu peux avoir accès à une correction, mais vraiment, c'est quoi les types de fautes, dépendamment de son année scolaire, dépendamment du type de mot. Comme par exemple, il y a des mots, si tu mets anticonstitutionnellement en troisième année du primaire, il n'est pas compté, ce mot-là, parce qu'il est trop complexe. Donc, toutes ces caractéristiques-là, on les a pris en considération. Et ça nous a permis de justement pré-remplir une grille de correction et de simplifier grandement la vie des professeurs. Là, en ce moment, c'est déjà utilisé dans plusieurs écoles. Et ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas juste utilisé les capacités de base de l'IA générative. On a aussi amené de l'information sur c'est quoi les types d'erreurs qui étaient survenues dans des dictées passées, c'est quoi les corrections, de quelle façon les professeurs corrigeaient. Donc, tous ces exemples-là ont tous été importés à même les prompts, les requêtes. Et c'est de cette façon-là qu'on a enrichi beaucoup la qualité de la correction qui était faite. Donc, ça, c'est le style de jonction entre les deux. C'est quand tu te retrouves à ajouter des exemples qui sont basés sur ta propre donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir une vingtaine d'exemples, mais des exemples de très haute qualité. Donc, dans le fond, quand on parle de qualité versus quantité, bien ici, ça a tout son sens. À la place d'avoir 1 million d'observations, de défauts de fabrication, tu peux avoir 20 super bons exemples de fautes d'orthographe ou de fautes de préposition. Et maintenant, l'IA générative comprend c'est quoi une préposition, puis c'est quoi les erreurs les plus fréquentes, puis est capable de pouvoir utiliser ça pour améliorer sa correction. Mais t'imagines le sort des enseignants. Puis, il faut le saluer, là, notre ami Stéphane Côté, qui est à la tête aussi d'Emilia. Donc, je pense que l'exemple que tu donnes, justement, c'est si l'IA, elle est utilisée à bon escient avec les bonnes expertises qui ont soutenu son développement, son entraînement. Là, le professionnel qui est là, il y a plus de temps avec, dans ce cas-ci, avec ses étudiants. Donc, ça permet vraiment de recréer cette humanité-là en disant, bien, moi, je vais peut-être perdre moins de temps à faire la correction. Je ne vais pas me soustraire à la correction parce qu'on a quand même besoin de mon expertise en tant que professeur pour bien corriger. Mais là, je m'accélère puis j'ai plus de temps pour mes élèves. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. Puis, tu sais, il y a comme un point quand même que je veux mentionner. Puis, j'espère qu'on n'aura pas des outils d'IA générative qui corrigent des textes qui ont été générés par des IA génératives. Non, ça, faudrait pas arriver là, mais justement, tu parles de la donnée, vous prenez les productions écrites. Quand même, ces données-là sont amenées en quelque part, dans des environnements qui peuvent être des Google, des Amazon, des Apple. Puis là, en ce moment, on est dans un contexte, encore une fois, je veux juste rappeler qu'on est à l'été 2025, puis il y a quand même, depuis quelques mois, cette tension géopolitique. C'est quoi ta perspective là-dessus? Puis peut-être ça va être ton chapeau plus dans ton rôle canadien. Là. C'est une très bonne question. C'est difficile de... Bien, je pense qu'il faut être conscient du fait qu'on est... C'est sûr qu'on est à la merci de certaines
certaines compagnies ou certaines solutions. Et ici, c'est sûr que le fait que c'est américain, dans le contexte géopolitique actuel, a davantage d'impact, mais c'est aussi le nombre très petit de... Tu sais, c'est un oligopole, là. Tu te retrouves à avoir essentiellement 4 organisations qui ont dans le fond, qui ont la majorité des données du web et des entreprises. Donc, et même, je dis 4, honnêtement, Azure, Google, AWS, c'est 3 organisations qui ont la majorité des infrastructures de données planétaires. Donc c'est sûr que c'est un... Déjà là, je pense qu'on peut voir on peut voir les enjeux associés à ça. Mais de l'autre côté, c'est sûr que on a des environnements de données qui sont existants. C'est très coûteux, c'est très complexe à faire. Il y a une raison pourquoi les gens ont quitté les serveurs qu'on appelle on-premise, donc les serveurs qui sont internes et les infrastructures internes au sein des entreprises, c'est parce qu'on n'avait plus personne pour les entretenir. Les talents nécessaires, les compétences. On n'avait pas les compétences. Et souvent, ce qu'on voyait, c'est que les plus grandes failles de sécurité, c'était souvent des serveurs qui étaient en dessous de ton bureau parce que tu faisais pas tu le traitais pas adéquatement, tu le mettais pas à jour. Des fois, tu oubliais tu oubliais une redondance, donc toute ton information était dans un seul serveur. Là, à un moment donné, tu passais au feu, tu venais de perdre toute ton information corporative. Donc, il y a quand même des raisons qui font qu'on a décidé d'aller vers des organisations comme ça. Ces organisations-là, c'est sûr qu'il y a des très grands bénéfices, c'est qu'ils ont développé des infrastructures qui sont hyper sophistiquées. Ils rencontrent des exigences, autant au niveau de la qualité des infrastructures, des services qui sont rendus, mais aussi au niveau des normes. La plupart de ces organisations-là vont être certifiées ISO 27701, ISO 27771. Donc, c'est sûr qu'on va se retrouver 27001, 27701, excusez-moi, et plein d'autres normes du genre qui démontrent une certaine notion de cybersécurité et de respect de la vie privée. Après ça, je sais que les gouvernements, et ça c'est très bon, ont réussi à aller chercher, par exemple, des requis au niveau au niveau local. Donc, s'assurer que les données sont storées en sol canadien, en sol québécois. Donc, on est capable d'avoir ça. Après, tu parles à des gens, par exemple, en France, puis eux autres, ils se disent non, c'est même de storer ça localement, c'est probablement pas suffisant parce que la redondance ou la double redondance se retrouve à être en dehors du sol canadien. Après, on peut parler du Patriot Act qui dit que si moindrement l'information n'est pas 100% en sol canadien, bien là, s'il y a un risque quelconque, le gouvernement américain peut y aller. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu qui est très complexe. Au bout du compte, je pense que oui, on gagnerait à avoir plus de compétiteurs, plus d'options. Plus d'options, toujours. Je ne suis pas un GAFAM, là. Plus d'options pour la centralisation et la mise en place d'infrastructures. C'est pas chose facile. Donc, ici, je pense c'est difficile d'avoir la pensée magique qui dit oui, on va le faire en claquant des doigts. Ça prend beaucoup de talent, ça prend beaucoup de temps et d'investissement. Je ne sais pas si... Mais tu amènes cette nuance importante parce que c'est pas seulement parce que c'est Google, Amazon, c'est pas nécessairement simple de juste dire on ne consomme plus sur cette plateforme-là. Il y a quand même des standards qui sont rassurants. Luc, j'aimerais ça t'offrir une dernière minute de cet épisode-ci qu'on a eu avec Olivier. Là. Je ne sais pas si tu peux nous partager ta perspective. Moi, ce que j'aime avec Olivier, c'est sa façon très simple et terre-à-terre d'illustrer les usages, de donner des exemples, d'insister sur de mettre dans les mains les outils, dans les mains des dirigeants, des dirigeantes, puis des praticiens. Tous les exemples qu'il a donnés de comment passer 24 heures à voir comment vous pouvez vous approprier les outils dans vos tâches du quotidien. L'exemple de la formation qui doit faire partie des étapes pour s'approprier. L'exemple de l'application pour aider l'efficacité, la productivité des employés, puis de comment, pour des PME, bien là, ça devient le critère important. C'est d'augmenter sa capacité, sa productivité, d'avoir accès à des talents qui ne seraient
pas accessibles autrement via des outils comme ceux-là et d'arriver à résoudre des problèmes de façon créative avec un petit coup de pouce d'experts comme des gens comme eux. Là. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Puis en plus, d'avoir un leader de société qui s'implique dans l'élaboration des normes autour de la norme ISO, autour de l'intelligence artificielle. Ça, je trouve ça vraiment rassurant aussi parce que j'ai eu la chance de travailler dans des contextes où des normes étaient établies, imposées comme ça, et ça donne un schème de référence clair pour tout le monde, pour les PME. On sait c'est quoi les pratiques, les meilleures pratiques ou des pratiques à adopter, et ça nous permet aussi comme dirigeants, là, de savoir qu'est-ce qui doit être fait. Et puis là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont développer de ce côté-là. Fait que je suis très ravi d'avoir eu notre Olivier national avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci Luc. beaucoup. Merci. Olivier, tu sais, jusqu'à maintenant, on a parlé des grands cas d'usage, mais tu sais, si on le ramène là, à la plus petite taille possible, en disant aujourd'hui, la PME, vous avez accès à l'IA générative pour débuter votre adoption en intelligence artificielle. T'sais, à la sortie de l'écoute de ce balado, là, c'est quoi les quelques étapes simples qu'ils peuvent faire pour justement avancer dans la bonne direction? Oui, il y a plusieurs étapes, je dirais assez faciles pour aller chercher un gain qui est grand. Premièrement, j'aimerais dire que, puis on le voit déjà, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent déjà sur le marché, dans le fond, dans votre entreprise. C'est à peu près certain. On va parler environ de 3 employés sur 4 qui se retrouvent à être impactés par l'intelligence artificielle ou qui se retrouvent à utiliser l'intelligence artificielle. Des fois, on parle de 1 sur 3. Donc, il doit y avoir des gens qui l'utilisent déjà à l'interne. Le but, c'est de dire, OK, bien, de quelle façon est-ce que ces personnes-là utilisent la solution, mais aussi de quelle façon est-ce que ça peut être utilisé dans votre domaine. Donc, que ce soit au niveau d'un brainstorming, que ce soit d'utiliser l'IA générative pour demander à l'IA générative comment l'utiliser dans votre contexte. Oui. Ça, c'est une très bonne première étape. Ça donne déjà certaines bases de ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. En grosso modo, transformer du contenu, trouver de l'information, ça peut aider à développer du développement logiciel. Puis ça peut vous aider à répondre à des questions plus précises. Okay? Puis ça, c'est pour du texte, pour des images, pour du vidéo. Puis même, on commence à en avoir un peu pour de l'audio. Okay. Grosso modo. Donc ici, c'est de savoir c'est quoi que ça peut faire. Après, c'est de voir c'est quoi dans votre organisation qui sont les problèmes ou les opportunités les plus importantes. Et d'essayer de faire un lien entre les deux. Par la suite, c'est de montrer à vos équipes comment utiliser l'IA générative pour être capable de résoudre ces problèmes-là. Donc, ça ici, c'est d'apprendre comment faire les bonnes requêtes, les bons prompts, quoi éviter de faire, comme par exemple éviter d'aller trop vite, éviter de prendre le résultat pour acquis. De prendre les résultats pour acquis. Une personne formée, c'est une personne qui est moins susceptible de faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que la formation rendue là est super importante. Et grosso modo, c'est à peu près ça. On peut aussi, c'est sûr que c'est ce que je vais suggérer le plus, c'est d'avoir aussi une stratégie. C'est quoi? Un outil en tant que tel. Donc, d'être capable de mettre de l'avant le fait, nous avons décidé d'utiliser Gemini. Nous avons décidé d'utiliser Copilot, ChatGPT. Mais si on regarde vraiment le minimum, au minimum, c'est dire, c'est quoi qui constitue une application, comme par exemple une application qui est plus sécuritaire, comme par exemple on est capable sur ChatGPT, même la version gratuite, de s'assurer que les données ne vont pas être utilisées pour l'entraînement du modèle. Donc, il y a certains trucs pour s'assurer que les solutions soient quand même sécuritaires et à très court terme, de donner le choix aux employés, aux collègues, de prendre la solution qu'eux désirent, mais au moins de donner certaines balises puis un certain carré de sable. Ça, c'est la meilleure première façon de voir des retours rapides. Puis je pense qu'avec le carré de sable, justement, tu as tellement de leçons apprises rapides. Puis tu parlais d'intelligence collective. Toi, comment tu l'as utilisé? Moi, je l'ai utilisé de cette façon. Puis tu peux même découvrir des nouvelles façons de l'utiliser ou justement des façons à ne pas l'utiliser. Là. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'aurais vraiment envie de te laisser une dernière minute, Olivier, sur ce balado
pour que tu puisses nous partager quelque chose que tu sens essentiel. Puis peut-être, parce que si tu n'as pas d'idée pour cette dernière minute, même expliquer aux gens, c'est quoi une norme ISO? Pourquoi c'est important? Tu sais, quelqu'un qui ne sait pas ce que ça mange en hiver, là, une norme ISO, là, dis-nous. Aïe, 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 OK. Les normes ISO, c'est une organisation internationale qui développe des meilleures pratiques pour mieux faire les choses. Je pense que ça, c'est la plus simple expression. Oui. Ici, moi j'aimais bien, il y a des gens de Responsible AI Institute, ce que la personne, je pense que c'est Alicia, disait, c'était, vous savez, dans le domaine de l'aéronautique, on ne dit pas qu'on va bâtir des avions qui ne crashent pas. Mm-hmm. Hein, c'est qu'on... On le sait. Oui, exactement. On produit, on bâtit des avions, point. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on parle encore, il y a le champ, au niveau de la qualité des systèmes, on appelle ça de l'IA responsable. Ça ne devrait pas, parce que c'est quoi? On développe de l'IA irresponsable? Mm-hmm. On devrait juste... Exactement. On devrait juste dire de l'IA parce qu'on a des meilleures pratiques qui sont imbriquées à même notre développement. Et c'est juste une question de temps. Une des raisons pourquoi dans l'aéronautique, on s'est retrouvé à avoir justement des taux de succès puis de sûreté qui étaient beaucoup meilleurs, c'était justement la mise en place de normes, la mise en place d'organisations internationales. Et les normes ont été beaucoup en charge justement d'augmenter la qualité des systèmes, la qualité des produits, la qualité des chaînes d'approvisionnement. Et c'est la même chose qu'on fait en ce moment au niveau de l'IA. Donc, comment s'assurer que l'IA est bien développée pour produire et pour utiliser les différents systèmes. Oui. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait présentement. Là, j'ai comme l'impression que je t'ai volé ta dernière minute, donc je te re-offre une dernière minute parce que j'ai comme bypassé avec ma question sur les normes ISO, mais je te la re-offre, Olivier. Une autre, fait qu'une deuxième minute. Oui. Écoute, je pense que je vais finir avec ça. En ce moment, c'est en ébullition, puis ça fait 2 ans là, que ça n'arrête pas de se propager, là, les nouveautés, les nouveaux modèles. Ça va très vite. C'est intimidant pour certaines personnes. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est travaillons sur c'est quoi je dirais le minimum. Le minimum, c'est qu'en ce moment, il existe des systèmes qui sont imparfaits, mais vraiment qui sont là pour démocratiser l'intelligence artificielle auprès de tous, que ce soit du commun des mortels, que ce soit de n'importe quelle entreprise, peu importe leur taille. C'est vraiment ça. Après ça, est-ce que c'est DeepSeek R2? Est-ce que c'est plein de noms qui n'ont pas rapport? Là. Au bout du compte, c'est tout le même concept. C'est l'intelligence artificielle qui est démocratique et qui est disponible à vous. Puis, il faut l'utiliser parce que si vous ne l'utilisez pas, bien, d'autres employés vont le faire et d'autres entreprises vont le faire. Puis vous allez voir, ils vont être beaucoup plus productifs que vous. Donc, c'est super important de suivre ça. Bien, écoute, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute du nouveau balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Encore une fois, on était avec Olivier Blais, VP IA chez MoveAI, président du comité des normes ISO, coprésident du comité consultatif en IA du gouvernement canadien. Vraiment, merci Olivier. Merci beaucoup, Anne.